direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre Alors, samedi, le... Oh, c'est quoi la date déjà? On est à la mi-août. Ouais, c'est ça, on est à la mi-août, là. Plus précisément, le 15 août. Le 15 août, voilà. Ah non, exactement, la mi-août, Ben en fait. oui, ça, je viens de te dire. Oui, puis en plus, c'est 30 jours août. Fait que c'est exactement... J'aime ça, les chiffres exacts. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. En fait, c'est 31 jours. C'est 31 jours. Mais on est à mi-août parce que la moitié de la journée est faite. Non, c'est vrai, juillet puis août sont 31. Hey, attends une seconde, là. Non, tu viens de te faire... Voilà. Sur le jour de sur le nombre de jours dans le mois d'août, Ouais, là, faut le faire en partant, là. Et j'aurais pu, en plus, à la radio, compter mes jointures, personne ne l'aurait su. C'était un truc infaillible, puis je l'ai pas fait, donc honte à moi. On demandera à Phil de couper ça au montage sur YouTube. Yeah, right, il coupe jamais rien au montage. Ok, donc, vous avez entendu moi, d'à fond, Maman Fargé, Éric Lajoie, qui est avec vous pour 1 heure, mais à la co-animation cette semaine, il est de retour depuis... il était parti depuis un certain temps. Il est de retour, Maître Laurent Maheu. Salut, Mister. Bonjour tout le monde. Et à la mise en onde, celui qui s'est pas gêné de sortir un thème pour jouer sur mon ego, Mikey G. Salut. 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 Donc c'est ça, on va faire ça en trio, à 3 aujourd'hui, et je pense qu'il manque pas de nouvelles pour remplir l'heure, donc messieurs s'il vous plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ok, on start ça en geektualité. Donc, que s'est-il passé dans les actualités geeks, selon toi, Laurent, cette semaine? Alors, cette semaine, au Geektualité, je vais dire une grosse nouvelle geek que tout le monde a parlé, puis ensuite, j'ai décidé de chercher un peu plus creux pour trouver des choses qui ne passeraient pas, peut-être pas sur notre page, ou que des choses que les gens ne sauraient pas. Mais la grande nouvelle de la semaine, c'est la création de Alphabet. Oh oui. Alors, je ne parle pas de ce qui vous a été enseigné au primaire ou à maternelle. Okay. Je parle de Google qui se restructure sous le nom Alphabet. Maintenant, ça sonne bizarre. Google existe toujours, mais ils ont comme créé une compagnie propriétaire qui s'appelle Alphabet. C'est un peu comme le Voltron de tout ce que Google appartient, de toutes les propriétés de Google. J'ai compris ça comme ça un peu. J'accepte ton analogie, mais c'est légèrement différent. C'est beaucoup plus comme Zoltron d'un Power Ranger. Ok, c'est-à-dire... non mais la grosse tête qui flotte. Oui. Donc ça devient Alphabet parce que chaque compagnie de Google va devenir une entité indépendante reliée à Alphabet. Donc, ils voulaient que chaque entreprise puisse faire ce qu'ils veulent, mais qu'il y ait une grande tête en haut qui s'assure que tout le monde rentre dans la même direction. C'est pour ça que Alphabet va pas contrôler. Donc, les CEO de Google sont devenus les CEO d'Alphabet. Et c'est un nouveau dont le nom malheureusement m'échappe. Juste pour vous faire un portrait. Imaginez qu'on a Alphabet en haut complètement. Les compagnies qui sont indépendantes mais reliées. On a Google Ventures. Ça, c'est une compagnie qui donne de l'argent pour les nouvelles entreprises, dans l'espoir d'avoir un pied dans la porte si quelqu'un invente le nouveau Facebook, le nouveau Twitter. C'est ça. On a le très réputé Google X, qu'on parle régulièrement. C'est eux qui font les inventions. Ah oui, c'est vrai, oui. On a le très, très attendu, mais je pense qu'il viendra jamais, Google Fiber. La fibre optique de Google qui se répand aux États-Unis en offrant un milieu compétitif. Soudainement, toutes les autres compagnies qui offrent de l'Internet se mettent à baisser leur prix quand il y a de la compétition. Et augmentent leur niveau de performance alors qu'ils disaient que c'était impossible quelques mois avant. Mais là, Google Fiber le fait, on était capable aussi finalement. Yeah, mais souvent, ça c'est ce qui m'insulte le plus, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est que on ne veut pas. Exactement, c'est ça, j'étais sarcastique aussi, là. C'est comme ils pouvaient pas avant, entre guillemets. Là, soudainement, ils peuvent. Ben oui, c'est ça, tu voulais pas nous donner le service qu'on demandait. Mais c'est parce que ce que les CEO disent, c'est que toi, Eric, le consommateur, tu ne veux pas avoir 100, 200 mégabits. C'est vrai. Tu ne saurais que faire de ça. C'est inutile. Ouais. Donc, pourquoi offrir un service? On stream du HD. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec autant de bandwidth? Hein? Voyons donc. Alors... Toujours dans la gamme, on a Nest.
ça, ils ont racheté la compagnie, je pense, il y a 1 an. C'est une compagnie qui font des maisons intelligentes. Oh. Donc, le produit, je pense, qu'ils ont sorti, qui est commercialisé, c'est le thermostat intelligent, qui s'ajuste à distance puis qui sent la température, tout ça. Ça a l'air d'être comme un gros cadran que tu tournes, mais tu peux greffer ça dans ta maison. Donc, c'est une compagnie qui gère ça. Mais ma compagnie favorite de Alphabet, tu l'as pas encore nommée. Et il m'en reste 3, quoique Google, je l'ai sous-entendu. Celle qui repousse les limites de l'âge. C'est Calico. Hein? Alors, c'est la section de Alphabet. OK. Parce qu'avant, c'était comme une grosse ballonne qui s'appelait Google, mais là, ils ont comme pété la ballonne pour faire. Donc, Calico, c'est le côté médical de Google dans lequel ils font des études pour repousser. C'est la fontaine de jouvence de Google. Et Fait que ou tu de la fais- crème antiride. Bon. Fait que dans le fond, tu vas y voir, tu peux l'appeler Google Doc, littéralement. Pas Ok. pire, Ah, pas c'est- pire. ouais, c'est ok, c'est correct. Ça m'a J'étais pris, pas ça m'a pris une demi-seconde. Ok, c'est correct. Donc, oui. Il y a aussi Google Capital. Eux, ils font des investissements long terme dans Ok. la technologie. Donc, c'est contrairement à Google Venture qui s'en va voir les jeunes qui se partent des entreprises. Dans le fond, ils essaient de s'assurer que si quelqu'un se crée Google dans le garage, qu'il y ait des parts de ça pour que dans 10-15 ans. Mais Google Capital s'investissent dans le long terme. Alphabet Google reste quand même le plus gros. Donc, c'est Google, on parle de Android, Google Search, YouTube, les applications, le App Store, les Google Maps et évidemment la publicité, les ads. Quand on dit targeted ads, ce sont les publicités intelligentes qui sait qu'est-ce que tu as cherché, donc peut-être que tu serais intéressé par ça. Et que si on cherche, par exemple, chien à donner, mais que la première recherche devrait pas être quelqu'un en Illinois parce qu'il sait que tu es au Québec ou des choses comme ça. Donc ça devrait faire de grands changements qui auront très peu d'impact. Donc, Google Search va toujours fonctionner. YouTube ne devrait pas changer. Toutes les compagnies vont continuer les services. C'est vraiment qu'ils ont rejeté comme un papa qui regarde. Ouais, c'est ça. C'est plus un changement corporatif qu'un changement, dans le fond, sur le produit tel quel qu'on reçoit. Là. Parce que eux disaient que dans leur ADN, Google, ils ont toujours voulu être une entreprise différente. Mais avec les années, en grossissant, ils sont devenus une grosse entreprise. Donc, ils ont décidé cette semaine de tout restructurer pour que chaque entreprise soit plus autonome, soit plus libre d'avancer dans les projets qu'ils veulent, sans devoir toujours checker avec les voisins de tout savoir, vous autres, ça, vous autres. Donc, ça devrait être plus flexible. Dans le fond, encourager le micromanagement à défaut du macro-management, là, comme beaucoup de corporations ont, c'est-à-dire un œil de Sauron qui surveille tout puis qui a son mot à dire sur tout, alors que techniquement, t'es mieux de laisser les personnes qui connaissent ça gérer ça. Quoi que l'expression micromanagement, ça veut dire autre chose. C'est là, ouais, c'est que je me suis trompé, là, mais je veux dire, vous comprenez dans quel sens je voulais le dire, même si c'est pas ça que ça voulait dire. Donc ça, c'est la grande nouvelle qui va avoir le plus d'impact sans en avoir. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, Évidemment, il reste à voir qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que on va pas découvrir que Google X avait un projet depuis 10 ans qui se faisait bloquer, puis là, ils vont dire, on le fait. Ou peut-être que ça va absolument rien changer, puis on va encore dire, Google, on va tout parler de ça comme Google, mais en coulisses, c'est juste la structuration qui va être rechangée. On verra dans le temps comme dans le temps. Je vous dirais qu'au moins, c'est comme un pas vers la gestion d'entreprise en tant qu'une méga corporation, ce qu'elle était pas au début, puisqu'elle a peut-être pris du temps à s'adapter à, comme toutes les grosses industries qui se sont développées dans le boom dans le boom informatique des dernières 20 années. Des petites entreprises qui fonctionnaient super bien, qui ont explosé de popularité en dedans de 3-4 mois et que là, ils se ramassent avec 10 fois les revenus qu'il y avait avant. Et toute la chaîne de commandes est pas aussi rapide à s'adapter que les revenus qui rentrent. Donc, à ce moment-ci, on voit que Google, ils essaient encore d'avoir une longueur d'avance pour être sûr de pas se planter comme tellement d'autres l'ont fait. On n'aura pas Yahoo ou AltaVista, là, je fais juste dire des exemples fictifs comme ça. Ben, quoi qu'AltaVista, c'est le seul il est mort pour lui, il est mort, là. Yahoo est encore en vie, mais... c'est rendu une page de nouvelles. C'est ça, on se demande pourquoi. Sur une autre piste, oui. J'ai une bonne nouvelle pour tous les gens, toutes les personnes à la maison qui pourraient souffrir de trop de poids. Oh. Parce que le savoir commun, présentement, c'est que si tu manges mal,
si tu manges trop, tu vas gagner du poids, puis tu vas le maintenir. Ouais. Mais Coca-Cola a décidé de changer la tangente et de financer une recherche qui blâmerait l'obésité sur autre chose que la nourriture et peut-être aussi les liqueurs sucrées. Ouais, ben, c'est parce que c'est principalement le sucre en plus là, qui est un des gros responsables de la prise de poids puis de la maintenance de ce poids-là. Donc ils veulent, donc il y a une compagnie qui veut faire une recherche. Coca-Cola les finance et ils disent qu'ils veulent changer un peu la tangente de toujours blâmer la nourriture, toujours blâmer. Fait qu'ils veulent faire des recherches pour découvrir que probablement qu'on peut manger comme des cochons et perdre du poids, ce qui va être fantastique. Probablement que ça va être Astérix, boire un Coke par semaine, Ouais, faire ça. 48 heures d'entraînement par jour. Parce que dans les 2 dernières décennies, la consommation des liqueurs sucrées a descendu de 25%. Ben, c'est bien tant mieux. Oui, bien sûr, mais pensez à eux, Coca-Cola, qui depuis les années 1900 ou 1800 quelque chose vendait ça. Et à l'époque, on sortait dans le bois couper des arbres, on allait dans les champs pousser des bœufs, on suait notre corps puis notre poids. Ça, puis là 20 ans, Pepsi et Coke, faut oublier qu'ils vendaient pratiquement uniquement leurs propres produits. Aujourd'hui, ils se sont hyper diversifiés, ils vendent des bouteilles d'eau, vendent des ci, vendent des ça. Il y a plein de produits qu'on n'a pas idée qui sont reliés à Pepsi et à Coke, dans le fond des breuvages qu'on boit de façon quotidienne. Donc, ils voyaient bien qu'il y avait une perte de vitesse. Puis avec les profits qu'ils faisaient, 25% de ce que Coke fait comme profit par année, c'est énorme. OK, c'est vraiment. Non, c'est pas 25% des profits, C'est 25% c'est la de consommation ouais. des liqueurs sucrées qui a diminué. C'est ça. Mais ça, évidemment, ça vient en même temps que beaucoup d'États, des provinces, des villes qui vont commencer à faire des taxes sur les boissons sucrées, qui vont les bloquer de vente dans les écoles, donc plus de machines distributrices. Donc, il y a un mouvement de santé qui dit, by the way, on ne devrait pas commencer à donner du sucre à nos enfants aussi jeunes. Donc, j'ai l'impression que Coca-Cola va vouloir dire, regardez, après 10 ans, 3 semaines d'études, On vient de s'apercevoir que la Terre est plate, finalement. la terre est plate et boire du coke, c'est bon. Évidemment, je suis biaisé. C'est sûr que quand une compagnie finance une recherche comme ça, je suis certain qu'ils vont réussir à trouver des résultats Soit qui vont aller dans leur sens. si les résultats vont dans leur sens, ils vont être publiés. Sinon, elle va rester dans l'armoire, ça va être terminé. Ah non, je suis sûr et certain qu'ils vont trouver quelque chose. Parce que en même temps, fondamentalement, un Coke, admettons, c'est peut-être 200-300 calories, 40 grammes de sucre. Mais dans une journée, on mange au-dessus de 300 calories. On consomme au-dessus de 40 grammes de sucre. Donc, La règle d'or, c'est si t'abuses pas, il y a pas de problème. C'est juste que les gens ils exagèrent. C'est simplement ça. Une bouteille par semaine, pis ça serait numéro 1 pour tout le monde sur la terre. Mais il y en a qui partent puis qui en boivent une grosse quantité par jour, puis j'en fais partie. Je te dirais que c'est là que ça peut devenir problématique si tu gères pas comme faut les conséquences de ça. Là. Mais donc, c'est juste drôle. Il va y avoir des recherches comme ça pour essayer de changer la tangente. Une autre nouvelle très cool de la Russie. OK. Ça s'en venait. Maintenant, il y a des tests qui sont faits, des tests cliniques pour un exosquelette. Oh. Pour des personnes souffrant de différentes formes de, pas nécessairement de paralysie complète, fibrose, myalgie ou des choses comme Ostéoporose, les os qui deviennent très fragiles, ou quelqu'un qui a des problèmes musculaires, des atrophies musculaires, ou ce que tu peux pas rebâtir la forme physique de quelqu'un parce que le muscle est mort. Là. Donc, ça s'appelle exoathlète, pas de E à la fin. Je l'ai vu. Évidemment, quand on dit exosquelette, on pense peut-être à Ripley dans Aliens avec le gros truc ou peut-être un style de robot, mais pensez plutôt à des béquilles interactives. Ouais. Okay. Donc, ça se met sur le bord des jambes, c'est comme une grande barre noire et ça permet aux gens qui ont pas la capacité de marcher ou la force de le faire ou plusieurs autres raisons, de stabiliser leur marche et de le faire. C'est très robotique. Ils avancent un pas un peu, je veux dire, maladroit, mais stable à la fois. Ils vont pas commencer à courir dans les Olympiques comme d'autres, comme des gens qui se font mettre dépendant des prothèses. Ouais, non, c'est ça. Mais ça Mais donne c'est sa liberté. portatif. Ils le portent dans un sac à dos.
et accompagnés de petites béquilles à main pour les stabiliser, sont capables de se déplacer. Maintenant, pour le commun des mortels, c'est dire, ok, juste ça, mais pour quelqu'un en chaise roulante... C'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a des gens qui sont confinés qu'il n'y a pas de solution à court, moyen puis long terme, même aujourd'hui, que de prendre des grosses béquilles ou quelque chose du genre si t'as aucune force dans les jambes ou dans la colonne vertébrale pour te soutenir. Ça va te donner un méchant coup de main à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose de fantastique parce que on s'en vient tranquillement avec la capacité médicale et mécanique de corriger des choses. Et il paraît que ça peut même aider des gens qui ont, mettons que tu te casses une jambe, mais que tu pourrais quand même marcher avec ça parce que ça stabilise la jambe, t'es pas obligé de mettre de poids dessus, etc. Donc, ça commence, ça s'en vient. Je sais pas si au Québec l'hiver ça survivrait, mais moi ce que j'aime c'est que ça existe. Il y a quelqu'un quelque part qui va faire quelque chose avec ça à un moment donné, puis on perd un bras, on le remplace ou des choses comme ça. Ça s'en vient tranquillement. Le méta-humanisme, ça commence en Russie, semblerait-il. Oh, qu'il l'eût cru. Ça peut être Poutine qui est content. Donc, parlant d'autres choses, on va y aller en musique un petit peu, hein? Ben oui. Ben oui. La chanson de la semaine! OK, donc, chanson de la semaine numéro 1, elle sera fournie par Monsieur Maheu en personne. Donc, quelle chanson tu nous fais écouter cette semaine? Alors, un aveu à vous faire, cher public. Je ne connais pas le jeu duquel je n'ai jamais joué. Ça s'appelle Danganronpa. C'est un jeu, je crois, sur Vita. Je cherchais les top 10 des meilleures chansons, puis on trouve toujours Final Fantasy, Zelda, etc. Mais celui-là s'est infiltré. C'est un jeu sur le Vita, dans lequel on incarne un personnage qui se retrouve dans une école secondaire très particulière, dont la seule façon de graduer, c'est que tout le monde meurt, sauf toi. Okay. Et le directeur de l'école contrôle un teddy bear meurtrier. Donc le jeu Danganronpa, ça s'appelle Sensei's Lesson de l'artiste Monokuma. OK, on écoute ça, puis on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque.
Il y a quelque chose d'africain et de japonais en même temps dans cette pièce-là. Ouais, quelque chose de weird aussi. Ouais. Alors, juste pour ceux qui n'avaient pas compris lors du début de la pause, c'est du jeu Danganronpa de l'artiste Monokuma et la chanson s'appelait Sensei's Lesson. C'est la chanson, paraît-il, qui accompagne l'ours télécommandé à chaque fois qu'il arrive. Oh yeah. Dans mon cas, on poursuit ça avec un autre thème, mais ben ouais. Gracieuseté de moi-même. Ben oui. Chronique du futur! Chronique du futur, et tu nous annonces quoi, la singularité? Comment t'as fait pour savoir? Je sais pas. Mais Les robots deviennent conscients d'eux-mêmes, Eric. Hein? Les robots deviennent conscients d'eux-mêmes. Et non seulement ça, mais développent le sens de l'humour. Je vous explique. Dans un premier temps, je sais pas si vous connaissez les robots Nao. Les robots Nao, c'est des robots principalement conçus pour l'éducation. Un peu le divertissement. C'est des petits robots sympathiques à l'allure humanoïde qui sont capables d'être programmés de façon très de base. Donc, ça sert pour les jeunes étudiants qui veulent se familiariser avec la programmation de base pour, c'est ça, interagir avec la robotique. Bien, il y a eu des tests de fait avec ces robots Nao-là, 3 robots Nao qui se sont fait dire, OK, vous êtes 3 et 2 d'entre vous ont reçu une, entre guillemets, pilule qui vous empêche de parler. Une pilule de mutisme. Maintenant, on vous demande, chers 3 robots Nao, de découvrir lequel d'entre vous n'a pas pris cette pilule-là ou lesquels d'entre vous ne peuvent plus parler. Alors, les robots savaient pas trop comment faire. Et là, il y en a un, à un moment donné, qui a dit, ben, moi, j'ai pris une pilule. OK. Puis là, il a dit, ah non, hey, je me suis trompé, je suis capable de parler. Donc, moi, j'ai pas pris la pilule. Il est devenu, donc, conscient de lui-même, conscient du fait qu'il savait parler. OK. Donc, il y a eu une réflexion sur son propre état. C'est ça, c'est la première fois que ça arrive dans le domaine de la robotique et c'est ça. La première, OK, ça c'est historique là. La première prise de conscience d'un robot, le robot a dit textuellement, pardon, je sais maintenant, j'ai pu prouver que je n'avais pas reçu des pilules abrutissantes. Voilà. Ça sonne menaçant, mais je comprends son point, là. Exterminate! OK. On n'est pas rendu encore au Dalek, là. Non, mais maintenant que les robots savent parler, ils vont pouvoir faire leur propre one-man show bientôt. Oh! Parce que Microsoft s'est associé avec le New Yorker pour développer chez la race informatisée le sens de l'humour. Chaque année, chaque semaine, depuis une dizaine d'années à peu près, le New Yorker publie un dessin, souvent là un peu bizarre. Les caricatures dans le fond. Ouais, ça a saveur humoristique. Puis il y a un concours de fait parmi les lecteurs. Faites-nous une légende sur ce dessin-là qui rendrait ça drôle. Okay. Donc ils reçoivent de plus en plus. Ça fait 10 ans toutes les semaines là, ils reçoivent de plus en plus de courriels, d'informations à trier. Donc ils se sont associés à Microsoft pour développer un système informatisé qui trierait tout ça à leur place et qui déterminerait la légende la plus drôle parmi le dessin. C'est l'ordi qui choisirait qu'est-ce qui est le plus drôle. C'est l'ordi qui choisit qu'est-ce qui est le plus drôle grâce aux algorithmes d'apprentissage profond, donc plus communément appelé deep learning. Ils ont nourri l'ordinateur de dessins. Et les chercheurs ont, pour chaque dessin, émis plusieurs tags, le plus de tags possible pour déterminer des paramètres pour chaque dessin. Exemple, bureau, ciel, des mots-clés. Ensuite, ils ont mis ça dans l'ordinateur et l'ordinateur a fait à peu près pour chaque dessin une dizaine de phrases, tout simplement. Okay. Une dizaine de phrases et sur ces phrases-là, il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui a été nommée pour choisir laquelle était la plus drôle. Sur cette plus drôle-là a été donnée à l'ordi. Ça, c'est ton meilleur travail.
essaie de reproduire ça pour les autres dessins. Et plus ça, au pinacle de cet apprentissage-là, dans 64% des cas, la légende qui était la plus drôle dans une paire qui était soumise à l'ordinateur, était celle aussi dont les gens trouvaient la plus drôle. Donc, dans 64% des cas, l'ordinateur est rendu aussi drôle que l'humain. Donc, bientôt, l'ordinateur va se mettre au service du New Yorker pour trouver la légende la plus drôle. Je vous donne un exemple. Dans l'exemple qui est donné ici, c'est une secrétaire assise à son bureau. Sur le mur en arrière, il y a une peinture d'un escalier dans un environnement de nuages paradisiaques et un gars au fond du dessin, en haut de l'escalier. La secrétaire est au téléphone. La légende que l'ordinateur a choisie, c'est « Notre technicien regarde le problème avec le cloud ». OK, ouais. C'est drôle de même que le New Yorker veut être. OK? On s'entend que le sens de l'humour est subjectif. C'est le sens de l'humour du New Yorker. Ouais, c'est ça, du pas numéro 1 journal à New York. Là. Alors voilà, on a des robots conscients d'eux-mêmes qui savent parler et dire des jokes douteuses. Ah, écoute, ça veut dire que si un ordinateur est capable de faire des jokes douteuses, les geeks contre-attaques sont menacés à court et moyen terme. Non, il y a rien qui va rivaliser de nos contre-pétris, Eric, je t'assure. Ouais, peut-être. Puis avec un ordinateur, il y a aussi loin dans les méandres de l'humour que Simon Boucher. On n'est pas rendu là encore. Parce que j'ai pas l'impression qu'un ordi pourrait revenir de là sans problème majeur à son fonctionnement. On va réfléchir à tout ça pendant la pause. Ouais. Pendant la pause. Donc, une petite pause publicitaire. On va revenir tout après avec plein d'autres choses qui se sont passées dans les jours récents. Sur ce, on se retrouve dans 2 minutes. Ici, c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Chauffe-toi tout seul. Hein? Ah, excusez. OK. On est de retour à l'émission Les Geeks contre-attaque pour la 2e demi-heure de l'émission. Et cette fois-ci, on va y aller avec une petite thématique le fun pour commencer la demi-heure. Fait que, t'as-tu un thème pour moi, Mike? Chronique Gadget! Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Chronique Gadget, on va y aller avec des choses qui s'en viennent du côté technologie qui pourraient nous être plus qu'utiles, peut-être même changer notre façon de vivre. Hey! Oui, alors une première nouvelle. Vous savez qu'est-ce qu'un Roomba? Oui, c'est l'aspirateur qui passe l'aspirateur tout seul, là, qui se promène puis qui. Je sais pas si ça a pogné au Québec, mais c'est un petit disque qui se promène, qui permet au chat de s'asseoir dessus puis faire peur aux chiens et qui aspire. La compagnie qui a fait ce produit-là est en train de développer un nouveau produit qui vient de recevoir l'accord aux États-Unis. Mm-hmm. C'est une tondeuse style Roomba. Là, je parle pas dans le format, mais je parle dans le fait que ça se promène tout seul sur votre gazon et que ça le coupe. La technologie est légèrement différente parce qu'évidemment, il n'y a pas de mur sur votre bord de pelouse. C'est ça, avec sa reconnaissance d'espace, il faut qu'elle fonctionne différemment. Là. Donc, ça vient avec des senseurs qui s'insèrent dans la pelouse pour dire, en passant, voici la limite. Tu y installes un périmètre dans le fond avec ça. Puis, c'est exact. Donc, ça permet à la... Je sais pas c'est quoi le nom que ça va lui donner, là, mais on va l'appeler la toundra ou la tondra. Donc, ça permet à ce moment-là de se faire un chemin à l'intérieur des bornes. Maintenant, ça semble un peu insignifiant dans le grand sens. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps que ça? C'est qu'on n'a pas le droit d'installer des choses qui émettent des ondes
chez nous. On pourrait pas, par exemple, chez nous, se faire une mini-antenne de radio, l'installer, et tout est contrôlé, même si c'est légal, même si on n'en va pas sur une On onde. peut recevoir, on peut pas émettre, à C'est moins ça. d'avoir un permis. C'est exact, parce que ça fait de la pollution des ondes, et ça peut nuire à d'autres choses, évidemment. On sait pas ce que l'armée, la ville, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps aux États-Unis, c'est qu'il fallait qu'ils démontrent que ça n'allait pas nuire à toutes les autres technologies qui servent des ondes. Donc, ils ont démontré que c'était assez localisé, assez petit, et que ce type de fréquence-là intervenait pas. Parce que, soyons francs, c'est pas si pire que ça comme technologie. On fait pas, oh mon Dieu, on téléporte la pelouse dans une autre dimension. Non, bon. C'est juste quelque chose qui se promène tout seul. C'est ça. Reste que c'est un moteur avec personne qui le chauffe, avec des lames suffisamment aiguisées pour blesser quelqu'un si ça virerait mal. Je veux dire, c'est un BattleBots à toi, chez vous. Il manque juste des petits cossins qui tirent du feu. Un auto qui se conduit toute seule aussi est une arme c'est quand vrai. même assez dangereuse. Oui, là. tout à C'est fait, des tout à tonnes et des tonnes de métal qui foncent à des vitesses inimaginables. Ben, on l'imagine la vitesse, mais bon. Mais Non, ça passe parce que ça sert des ondes cellulaires. Donc, Ah, c'est approuvé. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Un sujet, Mikey, que tu sais que j'adore. Ben oui. Les imprimantes 3D. Oui. Alors, on le sait que c'est pas encore très commercialisé, très malheureusement. Ça commence tranquillement. Ça- Mais il y a comme, même pour moi, je l'ai, quelque chose d'imprimé 3D. C'est comme une alternative boboche pour se dépêcher. Ça dépend pourquoi. Mais c'est exactement pour ce que ma chronique. Parce que, admettons, on dit, il me faut une spatule, puis ben, tu t'en imprimes une, ben, tu sais que ça va être en plastique boboche, puis ça va peut-être te servir, je sais pas combien de fois, puis à un moment donné, tu vas dire, non, je m'en vais chez Sears, je vais m'acheter une belle à 90$. Hey, c'est bon, c'est que tu prends des spatules. Toi. Chez Sears, dans la section Ouais, VIP. Oui, ouais, 80. Il faut une carte de membre. C'est le prix d'un faux Skiji. Fait que c'est pour ça que, les imprimantes 3D, un peu, c'est toujours une alternative moins chère. C'est encore aujourd'hui un gadget, mais ça tend à plus le devenir, à devenir quelque chose de plus légitime. Mais c'est pour ça qu'il y a une compagnie qui ont développé un stéthoscope imprimé en 3D avec une imprimante 3D qui est aussi bon qu'un stéthoscope médical de 200$. Oh. Donc, et ça coûte 30 cents à faire. Mais là, Laurent, côté technique, une imprimante 3D a besoin de matériel pour imprimer la dite chose qu'elle veut. Donc, ça veut dire que le stéthoscope est fait en un seul matériau? Mais malheureusement, j'ai pas le détail au complet de ça. Et encore là, les imprimantes 3D, il y en a plusieurs types qui utilisent plusieurs. J'ai vu récemment quelqu'un qui s'était fait scanner en 3D et imprimer. Donc, tu tiens au milieu d'un cercle, ça t'analyse. Après ça, il y a quelqu'un qui fait un peu comme le son, il peut avoir de la pollution dans le son, il peut avoir de la pollution aussi dans l'image. Ah. Donc, quelqu'un raffine. Et cette imprimante-là, particulièrement, la personne, bon, c'était une femme, et à cause de sa poitrine, l'imprimante a été obligée de faire des tiges en dessous. Non, parce que ça peut pas imprimer dans le vide. Ouais, c'est Ça peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait quelque chose en dessous. Ouais. Donc ça, c'est une limitation, mais j'ai vu qu'il y avait des imprimantes 3D qui, eux, étaient capables de faire, de sortir le plastique et de le solidifier immédiatement avec un petit spray, là, un Ben, petit gaz. j'ai vu aussi un nouveau modèle qui, par magnétisme, le faisait à l'intérieur d'un bassin rempli du produit, qui levait à l'intérieur d'un champ magnétique, puis quand le bassin redescendait, ça l'avait pris la forme à l'intérieur du bassin de liquide. Et quand il redescendait, il séchait, puis ça faisait en sorte qu'il n'y avait aucune délimitation de ligne, où ce que t'as une imprimante qui passe, puis qui fait une ligne à la fois, c'était pas ça, là. C'était créé comme d'une pièce. Donc, Laurent, un stéthoscope à 30 sous le stéthoscope. Au lieu Donc, de 200, ouais. ça fait partie un peu de ce mouvement-là d'offrir, on pense toujours au tiers-monde, mais c'est pas juste eux, là. Surtout quand je disais que habituellement on pense ça va être cheap, mais ça c'est aussi bon que c'était reconnu. Maintenant, ça vient pas de l'éther, ça a pas été inventé comme ça un matin. Ça a quand même coûté 10 000 en US dollars pour faire ça, mais eux ont décidé de mettre le modèle gratuit sur Internet, ce qu'on dirait open source. Donc, les gens peuvent télécharger le modèle puis s'imprimer un stéthoscope fonctionnel à 30 sous. À 30 sous, exactement. Wow. Et eux espèrent que d'ici 25 ans, ce type de mouvement-là fasse boule de neige et que les gens là continuent de produire des modèles gratuits à grand coût. Là, 10 000 pour n'importe qui, c'est pas gratuit, mais eux, on dit non, on l'a fait, on le donne. Il y a peut-être un gars qui est comme
que les compagnies de stéthoscopes, qu'il je sais pas, il les a de travers, puis il a décidé qu'elle les fait fermer. C'est peut-être ça, motivation aussi, là. On peut continuer à parler d'impression 3D. Première mondiale, le 3 août dernier, l'Agence américaine des médicaments, la FDA, a donné son feu vert pour la commercialisation du premier médicament imprimé en 3D. Tu disais tout à l'heure, Laurent, que oui, impression 3D, ça peut être fait à la boboche, tout ça. Ça peut être pratique, mais pas durable. Ils ont trouvé une utilité particulière pour ce médicament-là qui s'appelle le Spritam, qui est pour les personnes atteintes de crise d'épilepsie. Okay. Donc, les crises d'épilepsie doivent être traitées très rapidement. Donc, le médicament se doit d'être actif très rapidement. C'est une technologie développée pour les imprimantes 3D qui s'appelle ZipDose. C'est simplement la poudre et la manière dont elle est imprimée fait en sorte qu'elle est beaucoup plus soluble, beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre médicament. Okay. Parce que les autres, faut qu'ils soient conservés dans des contenants pour être vendus puis distribués, alors que lui, il est fait immédiatement sur place. Donc, il est soluble dans l'eau beaucoup plus rapidement. C'est la vitesse d'absorption de l'ingrédient actif qui est qui est beaucoup... Fait qu'au lieu, dans le fond, d'avoir à le concevoir pour qu'il soit conservé dans une bouteille, il est conçu pour se dissoudre immédiatement. Un exemple, ça prend une quarantaine de secondes pour un comprimé classique de se dissoudre dans de l'eau. Avec cette technologie-là, ça prend moins de 5 secondes. Alors, beaucoup plus rapide. C'est 8 fois. C'est 8 fois plus rapide, effectivement. Alors, voilà où l'impression 3D nous aide non seulement dans le domaine médical, comme tu parlais, Laurent, mais dans le domaine pharmaceutique aussi. Ouais. Voilà. Là, j'ai plus de nouvelles gadgets, mais j'ai un peu un tout-ski de nouvelles. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. On va faire ça après la pause. On va tout mettre ça ensemble parce qu'on a nos tonnes à passer. Il était 40. Oui. On va faire l'automne. Après ça, on va y aller avec le tout-ski. Allons-y. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, j'y vais avec un artiste dont j'avais downloadé l'album l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Qui est un artiste qui fait de la musique chiptune, donc avec des engins sonores de vieux jeux vidéo, là, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et l'artiste s'appelle Fear of Dark en un mot. Ce que vous allez entendre vient de l'album Mother Way. C'est disponible sur son Bandcamp, donc fearofdark.bandcamp.com. La pièce s'appelle Zeta Function, c'est ça. Donc la 3e pièce de l'album. On écoute ça, c'est du chiptune, c'est super bon et on vous revient tout de suite après pour la chronique en vrac de Laurent.
Alors, c'était Fear of Dark avec la pièce Zero Function. C'est tiré de l'album Motorway, qui est disponible à des coûts très peu onéreux sur les internets. Donc, sur son Bandcamp personnel, fearofdark.bandcamp.com. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Et on termine ça avec une chronique en vrac, donc on met tout dans le panier de bonbons mélangés, puis on vous jase. Donc, on commence avec quoi, là? Alors, on va commencer avec des balles noires. Des balles noires. L'infâme boule noire. Non, Oui, mais là, imaginez l'infâme boule noire, mais qu'il y en a 96 millions. Alors, en Californie, depuis quelques années, particulièrement cet été, ils ont des grandes sécheresses. Oui. Des grandes c'est causé notamment par la qualité de l'eau qui est dégradée par des algues qui poussent et la nature qui dit « je vais faire évaporer l'eau parce que je suis chaud ». Chaude, la nature est chaude, pardon. C'est ça. Et Donc, le governator peut rien faire. Malheureusement, il est parti. C'est ça. Il est remonté dans le temps pour aider Sarah Connor, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ces balles, 96 millions de petites balles noires qui coûtent en moyenne 36 cents américaines chaque, sont déversées dans les réservoirs pour protéger la surface de l'eau, absorber la chaleur et empêcher l'évaporation. En ce faisant, si le soleil ne perce pas l'eau, ça empêche certaines algues nocives de grandir et de pousser. Alors, je me fais une note mentale, je vous mettrai, c'est une vidéo, on voit un grand camion style Optimus Prime qui déverse de nombreuses balles. Au début, je pense c'est comme pour faire un gros trou à balles, mais c'est sur l'eau et ça finit par remplir la surface complètement. Donc, ça fait comme une couche dessus. Ces balles-là ne dégagent aucun produit chimique. Tu sais, des fois, il y a des choses qui vont se fondre un peu dans l'eau. Donc, ça fait partie d'une initiative de 35 millions pour protéger les sources d'eau. Alors, facile, pas cher. Ça flotte sur le dessus, ça protège le bassin, ça fait en sorte que les algues Ah, c'est bon. Et ça se récupère facilement aussi parce que ça flotte. J'imagine qu'ils ont pris des balles à l'instar d'une bâche noire, tout simplement, parce que c'est moins conductible, parce que c'est plus épais. Puis les petites balles, justement... Ouais, non, c'est ingénieux comme... Ça fait du sens. Ouais. Ouais. Quoi que c'est un anglicisme que je viens de dire, là, de faire du sens, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux Mais tu le dis en français au moins. Ouais, c'est ça. Alors, vous savez, il y a eu un grave accident cinématographique il y a quelques semaines du nom de Pixel. Oui, mais il y en a eu plus qu'un, mais il y a lui entre autres. Ben, particulier. Je pense que quand on parle de Donkey Kong, des choses comme ça, Ouais, mais ça vient nous toucher. Oui, parce que dans le fond, c'est comme un film sur quelque chose que nous on aime par du monde qui aime pas vraiment ça puis qui ont complètement pas compris c'était pourquoi qu'on aimait ça. C'est un peu insultant. Là. Mais lorsqu'un film, particulièrement celui-là pour la nouvelle, lorsqu'un film sort, souvent il va y avoir des compagnies qui sont engagées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui profitent de ça, des gens qui filment, qui mettent ça sur YouTube ou des choses comme ça. Donc, ils envoient ce qu'on appelle des DMCA, des demandes pour retirer le contenu afin de protéger. Et évidemment, il n'y a pas personne au monde qui pourrait passer au travers des 100 millions d'heures qui sont téléversées sur YouTube. Donc, il y a des façons de faire ça automatiquement avec des mots-clés, par exemple. Oui. Ce qui a fait que les propriétaires du film horrible Pixel ont engagé une compagnie qui, dans leur manœuvre pour protéger Pixel, ont retiré le film duquel Pixel était inspiré. Donc, si vous n'étiez pas au courant, c'était un petit film de quelques minutes, très simple, pas d'histoire, juste, il y a des trucs qui débarquent de l'espace, commencent à pixeliser la Terre. C'est un court-métrage qui datait de début 2000, là, je pense, c'est 2005 ou 2... C'était pas 2010, ça? 2010, ah, ok, bon, oui. Je me suis trompé. Il y a un épisode de Futurama qui était exactement la même histoire en passant. Oui, qui était probablement inspiré de la même source, mais reste que... Donc, ça a été retiré. Donc, ouais, ils ont été tellement agressifs que l'œuvre originale, qui en plus d'avoir été bâtardisée, a été retirée. Ouais, même toutes les bandes annonces du film aussi officielles, de sources officielles, ont été retirées à cause de cette... Ils ont été trop forts. Là. Sur une autre nouvelle, l'univers est en train de mourir. Hein? Oui. Comment? Ouais. Alors... OK, oui. Bon, je dis pas genre la semaine prochaine, faites vos prières, oh mon Dieu. Ouais. Mais la communauté scientifique savait que l'univers, à un certain point, allait commencer à perdre
On appelle ça la mort de la chaleur en Ouais, c'est anglais. ben l'entropie, là, dans le fond. Oui. Là, c'est- En anglais, on dit heat death parce que à un moment donné, quand tout arrête de brûler, mais il n'y a pas quelque chose qui va recommencer à brûler parce que c'est le fun, ça s'éteint. Donc, ils ont fait des études et ils ont découvert que les vieilles étoiles meurent plus rapidement que des étoiles qui naissent. OK. Donc, évidemment, c'est purement théorique, mais en fait, c'était purement théorique et maintenant, ils l'ont prouvé. En étudiant 200 000 galaxies, ils se sont rendus compte que ça faisait moitié moins, ils émettaient moitié moins d'énergie qu'il y a 2 milliards. Donc, si ça continue, là, maintenant, ils ont prouvé que l'univers est en déclin. Donc, il nous reste seulement quelques trillions d'années Ben oui. avant la fin. Mais je sais que ça a l'air boboche. On dit, on le savait, mais là, ça a été prouvé. C'est ça, ça passe de la théorie scientifique au fait. Si je résume, de plus en plus que le temps avance, l'espérance de vie des étoiles devient de moins en moins longue. C'est ça? En fait, il y a moins de nouvelles étoiles que d'étoiles qui meurent. OK. Ah, oh, OK. Ça fait qu'il y a un problème de natalité, dans le fond. C'est ça. Il faudrait qu'on encourage les étoiles à coucher ensemble Ben pour oui. faire plus d'étoiles. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien brûlé. C'est ça qui est fantastique. Voilà, c'est c'est ça, ouais. l'univers est infini jusqu'au bout. Après ça, ben il y en a plus. Fait que c'est pour ça que une fois que tout a brûlé, mais on parle de trilliards d'années, fait que je pense que nos petits enfants vont peut-être vivre jusque là, mais pas nous autres. Sur une autre nouvelle, vous savez que si vous êtes sur Internet, il y a des malwares. Qui se Non. promènent. Ils vont vous dire, hey, clique ici pour gagner un iPad. Ah, malware, t'as 6 barres d'outils. Ou bien, hey, je pense que t'as un virus. Il y a des ex-employés, de la compagnie Kaspersky, qui est une des nombreuses compagnies qui font des antivirus. antivirus, Oui. mais particulièrement pour les malwares, ont révélé que la compagnie avait l'habitude de faire des fausses alertes de malware OK. pour forcer les autres compagnies à faire des faux positifs. Donc, imaginons que je télécharge quelque chose, c'est un virus ou un malware, l'antivirus va lire le code puis va dire « Hey, ce code-là fait partie de la base de données, c'est un virus, on l'enlève. » Alors, il dit qu'il y avait des équipes chez Kaspersky qui étaient responsables de prendre des fichiers standards, comme des fichiers de Windows normaux, de rajouter des lignes de code à l'intérieur et de les soumettre à la base de données qui nourrit tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que les antivirus, par la suite, vont lire les fichiers. Ils vont lire, admettons, système32.exe et ils vont dire « Hey, ce fichier-là, il est dans ma base de données de fichiers corrompus. » Alors que c'est pas supposé, là. Alors ça pouvait non seulement faire paraître les autres compagnies comme des tweets qui font des fausses positives, ou scraper ton ordinateur parce que tu dis « Ah, un virus, je l'efface » et c'était un des fichiers importants de ton ordinateur. Maintenant, ils se sont défendus, la compagnie, que c'était pas vrai, mais il y a plusieurs personnes, ils disent que c'est pratique plutôt commune dans ce type d'industrie-là pour que les autres paraissent mal. Sans compter que, je sais pas pour vous autres, mais les antivirus vont devenir, pas de moins en moins utiles, mais c'est juste que les systèmes de base deviennent de mieux en mieux protégés contre ça, donc... je veux dire, quand tu vas toujours aux mêmes endroits puis que t'es pas trop aventureux, je veux dire, à un moment donné... Tu sais, quand je vois des petites matantes avec des ordinateurs qui jouent à solitaire puis qui font des fichiers Word puis des Google Images, hein, ils n'ont pas besoin d'un antivirus hyper performant, là, je veux dire, ils vont pas downloader sur des torrents obscurs de... Mais jusqu'à temps que quelqu'un envoie un courriel, « Hi, I have a picture for you, click here. » Ouais, là, je comprends. Donc, c'est... Dans le style... Oui, excuse-moi. C'est parce que dans le sens que je veux dire, c'est que les virus les plus virulents sont ceux qu'on accepte par exprès. C'est pas des affaires qui vont nous rentrer de façon sournoise, que si l'antivirus avait pas été là, ça aurait évité que ton ordi flambe. Généralement, c'est nous autres qui avons cliqué sur quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Oui. Donc... Mais les antivirus, habituellement, ils disent « Hey, clique pas là-dessus. » Ouais, c'est vrai. Rapidement, il m'en reste peut-être 2 jours le temps. Bon. Si vous avez acheté un nouvel ordinateur ou peut-être un nouveau téléphone dans les dernières années, vous savez que, règle générale, les compagnies vont mettre des logiciels dessus. On appelle ça des bloatware. Donc, Okay. t'achètes, par exemple, pour ma nouvelle, un Lenovo. Mais ça va venir avec plusieurs programmes de Lenovo préinstallés dessus. Oui, j'avais eu ça pour un Acer aussi. J'avais acheté un Acer, puis il y avait plein de programmes installés dessus. Maintenant, c'est toujours chiant parce que ça s'installe dans l'engrenage. Donc, si vous êtes moindrement techno, vous pouvez installer Windows, une fraîche installation, il n'y aura pas de logiciel, à part si vous avez un portable Lenovo.
Et pour quelle raison? Lenovo a trouvé une façon de s'insérer dans le BIOS. Oh! Si il découvre que le logiciel n'est pas installé, il l'installe. Okay. Ensuite, le logiciel, s'il est installé, détecte si tu as Internet. Et si tu as Internet, il réinstalle tout. Donc, de réinstaller Windows, quelque chose qu'on pouvait faire, mais eux ne peuvent plus, l'empêchent de le faire. Heureusement, pour les gens un peu plus techno, il y a possibilité de patcher le BIOS pour arrêter ce processus-là. Mais là, on parle de flasher le BIOS. Ça, c'est un autre niveau. Fait que si vous avez un Lenovo, l'installation manuelle de Windows, ça peut ne pas vous bloquer. L'installer dans le BIOS, ça peut pas être plus profond dans l'ordinateur que ça. Là. C'est le top du top. Là. Mais ça s'enlève quand même. C'est ça. Donc, dernière nouvelle avec on... Oui, bien sûr. Je sais pas si vous en aviez parlé dans les semaines précédentes, mais Windows 10 a été sorti. Oui. Et il y a eu beaucoup de reproches sur Windows 10 parce que il envoie beaucoup de données personnelles à Microsoft. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup d'affaires que du monde qui avait parti un peu là-dessus qui était peut-être pas fondé ou que c'était pas des informations si cruciales que ça. Mais reste que, il en prend beaucoup. Mais ça, c'est par défaut. Ouais. À l'intérieur de Windows, il y a des options pour dire, je veux pas que tu envoies d'informations, je veux pas que tu envoies ça. Évidemment, vous devez sacrifier certaines fonctionnalités, mais si vous êtes des gens qui aiment leur vie privée... Moi, spécifiquement, c'est Cortana là, qui vous fait Cortana, le plus d'infos. ou si on avait un profil sur le cloud de Microsoft. Okay, ouais. Donc, si on désactive, donc on dit un profil local, fait que si vous avez 15 ordinateurs avec Windows 10, mais votre profil vous suivra pas comme si... Okay. Donc, il y a des procédures qui sont sorties dans les derniers mois pour dire quoi désactiver pour empêcher que les données soient envoyées. Et il y a quelqu'un qui a fait des recherches après ça et qui s'est rendu compte qu'en dépit de tout, il y a quand même des données qui sont envoyées sans la désactivation. Malheureusement, j'ai pas plus de détails que ça. C'est peut-être juste pour que les gens qui ont Windows 10 et qui se sentent peut-être en paix d'avoir tout décoché dans Windows, il y a malheureusement encore des choses qui se propagent. Malheureusement, ces choses-là se font sur un trafic non sécurisé par HTTP. Donc, ce que ça veut dire, c'est que théoriquement, n'importe qui de moindrement techno qui peut intercepter les communications va avoir accès à ces données-là. La nature des données n'ont pas encore été trouvées, mais il y a des données qui sont envoyées à un site de Microsoft. Donc, ils savent que c'est eux, ils savent que c'est Windows, ils savent que c'est pas un virus. Donc, je vais peut-être vous tenir au courant là, si jamais il y a des nouvelles pour les gens qui veulent se protéger encore un peu plus d'être espionnés. Pas parce qu'on a quelque chose à se cacher, mais parce que on devrait pas devoir dire à Google... On devrait être au courant quand on nous prend de l'information personnelle et qu'on la diffuse à quelqu'un d'autre. On devrait simplement nous aviser à tout le moins. Quand c'est fait de façon hypocrite, c'est jamais... Et surtout pas le faire si on a décoché. Si vous avez un nouveau Windows puis vous tripez sur Cortana, ben sachez que tout ce que vous dites, c'est envoyé chez Microsoft. Ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va faire regarde ce que Michel Gauthier de Québec a cherché sur Cortana. Quel imbécile! Mais peut-être qu'ils vont se rendre compte que dans le secteur de Québec, il y a tel produit qui est plus cherché ou tel type. C'est ça. Donc, on fait partie de, on appelle ça le big data en anglais. Mais on se confronte dans les prochaines semaines. Faudrait peut-être faire une partie d'émission consacrée à Windows 10 parce que moi, je fais partie de ceux qui ont fait l'upgrade. La journée même qui était sortie, j'ai été chanceux. J'ai fait partie de ceux pour qui ça a marché dans la première journée. Il y en a pour qui c'était plus compliqué. Je sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Moi, à date, mon expérience, c'est comme 50-50. Je vous dirais qu'il y a plein de choses que je trouve super pratiques. Plein d'autres que je trouve un peu comme... En tout cas, c'est pas nécessaire de rendre ça plus compliqué que ça l'était. Fait qu'on va probablement faire une émission ou au moins une demi-heure d'émission consacrée à Windows 10 là, pour dans les prochaines semaines. Puis on pourra mettre un message aussi sur Facebook pour que les gens partagent leurs propres expériences dans les fans des geeks. Si vous avez fait le grand saut, je l'ai pas fait. Est-ce que quelqu'un paye pour Windows solitaire? Parce que pour avoir la version complète, ça. T'attends. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, faut payer pour avoir la version sans pub pour voir solitaire maintenant. On t'en reparle anyway. Hey, c'est de même que l'émission finit. C'est-à-dire sur un malaise créé par moi-même, comme ça n'a jamais arrivé avant. Hein? Donc, merci à Laurent. Fait plaisir. Yes, et merci à Mr. Mikey G de son surnom. Tout feu, tout flamme suivra dans les prochaines minutes. Yes. Et merci, Eric. Hein? Merci. Ben, de rien. Mais merci surtout à vous autres, gang de fous, hein, qui nous écoutez depuis des semaines, si c'est pas des années. Qui nous suivent sur Facebook. Fan. Oui, qui nous suivent sur Facebook aussi, donc... sur YouTube. Sur YouTube. On est partout. On est juste pas Twitter parce que c'est trop d'entretien. Donc, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks!